retour sur le plateau Equinox, deuxième partie, c'est le temps du débrief. Madame, Monsieur, toujours en compagnie du docteur Fabrice Noah, Eric Pepin-Bikaï, Stéphane Zanga et Eric Yombi. Eric Yombi, on va revenir sur l'élément avec lequel j'ai commencé ce plateau avec vous, l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, mais surtout, on va dire que l'Afrique de l'Ouest, une nouvelle fois dans la tourmente, avec la spirale des coups d'État, tentatives de coups d'État. Quel est le terme approprié par rapport au Burkina Faso aujourd'hui? Tentative ou bien coup d'État? Tentative de coup d'État, puisqu'on n'est pas encore arrivé à l'issue de ce mouvement des militaires en fait. Mais je crois que d'ici quelques heures, la situation sera beaucoup plus précise en fait. Vous savez, il y a un problème profond. Qu'est-ce qu'on reproche à Damiba, au lieutenant-colonel Damiba? Les militaires... Qu'est-ce qui a motivé ce qu'on a vu aujourd'hui? Les militaires lui reprochent de ne pas pouvoir juguler la crise sécuritaire. Vous savez qu'il y a quelques jours, il y a encore une attaque de plus. Oui. Alors, les militaires veulent savoir comment se fait-il que un des leurs n'arrive pas justement à gérer ce problème. Et ça fait déjà longtemps que ça dure. Mais il y a un problème beaucoup plus profond. En ce qui concerne les hommes en uniforme au Burkina Faso, il y a un antagonisme profond entre l'armée, la gendarmerie et la police. Et depuis quelques années, ce problème n'arrive pas à être résolu. Et le lieutenant-colonel Damiba, semble-t-il, a encore exacerbé cette tension. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'autour de lui, il y a bien entendu, n'est-ce pas, des militaires, mais sur le champ de bataille pour lutter contre le terrorisme, ce sont les gendarmes qui, malheureusement, ont peu de moyens. Donc, c'est ceux qui sont au four et au moulin, mais ils n'ont pas à leur disposition les moyens qu'ils souhaitent avoir pour lutter, malheureusement, pour lutter contre ce fléau. Mais en réalité, je crois que c'est l'Afrique tout entière qui est en pleine transformation, plus précisément l'Afrique noire francophone. Mais il y a des ingrédients en Afrique de l'Ouest qui font que ce mouvement, pour le moment, prenne pied là-bas, c'est-à-dire au Mali, au Burkina Faso et dans une certaine mesure au Niger, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a affaire à une société civile qui s'exprime, qui est dynamique, qui est beaucoup plus rompue à la tâche par rapport à l'Afrique noire francophone. La deuxième raison, peut-être même la plus importante, c'est les questions de sociologie religieuse. Alors, il y a un rendez-vous automatique à la mosquée entre l'imam et la population religieuse. Vendredi. Tout à fait. Dans le vendredi, les prêches de l'imam en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Burkina Faso, il faut le dire, sont des prêches politiques. Où l'imam s'exprime sur des questions de société, généralement sans tabou. Il n'est pas inquiété? Pas véritablement, parce qu'il a une sorte de couverture qu'on peut qualifier de religieuse par rapport à ces situations. Donc, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a naturellement un vent de transformation qui souffle de ce côté-là et qui a du mal, malheureusement, à prendre pied en Afrique centrale. Mais aujourd'hui, forcément, c'est en cours. Il y a quelque chose qui s'y passe, il y a des battements profonds. Et il est aussi important de noter que cette nouvelle génération qui s'exprime à travers les armes, à travers les putschs, c'est aussi une génération sankariste. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont entendu parler de Sankara, c'est des gens qui étaient assez jeunes lorsque Sankara, évidemment, son mouvement se déployait. Aujourd'hui, se réclament de cet héritage pour la bonne gestion du pays. Et j'ai oublié de répondre à la deuxième partie de votre question. Qu'est-ce qu'on reproche à Damiba? Je vous ai dit précédemment ce que les militaires lui reprochent. Bien entendu que la société civile et les politiques lui reprochent de ne pas ouvrir suffisamment le jeu. Il est arc-bouté sur lui-même, il est replié sur lui-même. Vous savez qu'avec l'affaire Blaise Compaoré notamment, Blaise Compaoré a d'abord été accueilli au Burkina Faso et c'est au terme de son retour en Côte d'Ivoire qu'on a commencé à parler de réconciliation. Or, la réconciliation devait être évoquée en amont et la venue de Blaise Compaoré devait être un élément dans le tour de la réconciliation. Du coup, l'impression ou la certitude qu'on a eue, c'est qu'en réalité, on veut faire la réconciliation pour faire venir Blaise Compaoré au Burkina Faso afin qu'il passe ses vieux jours précisément à Zignaré, c'est-à-dire à 100 km de Ouagadougou, où il a son immense domaine, où vit bien entendu sa famille encore en ce moment. Voilà, Stéphane Zanga, l'Afrique de l'Ouest, en ébullition, on va le dire comme ça. Il est arrivé en janvier, le 25 janvier exactement, le lieutenant-colonel Damiba, et on arrive à la fin du mois de septembre, une tentative. Comment comprendre cette instabilité?
Les tentatives de putsch, cette tentative en cours est un message que les forces de défense adressent au président de la transition, du conseil militaire. En fait, c'est des représailles face à son incapacité à résoudre, à trouver une solution définitive à la crise sécuritaire. Les bandes armées occupent une grande partie du Burkina. Le premier défi, ce qui justifiait le coup d'État du colonel, était justement le fait que le président, le président Kaboré, ne parvenait pas à résoudre la question de la sécurité. Parce que les bandes armées, généralement, infligeaient des défaites à l'armée régulière, et les hommes en tenue se plaignaient de ce que les autorités de la capitale ne les dotaient pas de matériel puissant leur permettant d'aller à l'encontre, de faire face à la menace sécuritaire. Donc, qui mieux qu'un des leurs pour les protéger et leur permettre justement de venir à bout de ces bandes armées. Donc, la sorte d'hibernation dans laquelle se retrouve le lieutenant-colonel fait qu'en principe, l'armée pense qu'il n'est pas l'homme de la situation. D'où ce premier message en sa direction. C'est un putsch qui peut ne pas aboutir à son éviction ou à sa déchéance, mais il devrait intégrer le message selon lequel il n'est plus en phase avec les forces de défense et de sécurité. Bon, maintenant, le frère Youbi évoquait tout à l'heure le problème qui existe entre la gendarmerie, les forces de défense et de sécurité. Nous le savons tous, dans un État est doté de forces de sécurité qui assurent la sécurité à l'intérieur du pays et de forces de défense de différentes catégories qui assurent la défense de l'intégrité territoriale. Les forces de défense étant dépassées, la gendarmerie a été mise à contribution pour combattre, parce que les gendarmes sont des militaires à la base, mais des militaires qui font essentiellement du renseignement. C'est la branche, pas pour dire que les autres ne pourraient pas être impliqués dans des actions intellectuelles, mais c'est la branche intellectuelle de l'armée. C'est elle qui accompagne les soldats au front. Lorsqu'il y a des exactions, elle veille à ce que les prescriptions, les normes de défense soient respectées, et même le droit international humanitaire. C'est elle qui peut ouvrir des enquêtes. Bref, elle régule sur le terrain l'action des militaires qui combattent au front. Donc, le conseil militaire burkinabé doit prendre ce message avec beaucoup d'attention et essayer de donner la réponse adéquate, à savoir celle de doter cette armée de capacités opérationnelles lui permettant de bouter hors des frontières du Burkina toutes les bandes armées qui s'y sont installées. Éric Pépin Bikaï, le lieutenant-colonel Henri Sandaogo Damiba, si jamais cette tentative n'aboutit pas à son éviction, quelle peut être son attitude vis-à-vis de ce... Parce qu'il y a des noms qui ont circulé. Il y a un nom qui a circulé le matin. Comment gérer ceux qui ont tenté? Généralement, dans le jargon militaire, il y a une expression qui revient lorsqu'il y a ce type de coup de force, on parle de purge. Voilà. Il n'est pas exclu qu'il y ait un règlement de compte entre ces officiers supérieurs, parce que les informations qui ont circulé ce matin, c'est que justement, il n'y a pas eu une entente, Stéphane l'a si brillamment expliqué, entre celui qu'on a porté au pouvoir et ceux qui l'ont porté au pouvoir. Forcément, les mesures, les défaites de cette armée-là, parce qu'en réalité, lorsqu'il y a des attaques terroristes, il n'y a pas que les civils seulement qui tombent. Il y a aussi énormément de militaires et de gendarmes qui tombent sur le carreau. Donc, il s'est multiplié une série d'attentats qui ont plutôt fait en sorte de renforcer l'autorité des bandes armées qui occupent cette partie du Sahel, en affaiblissant forcément l'État. Or, le général, le lieutenant-colonel Damiba avait justement justifié son coup d'État contre Roch Makaoro par rapport à la montée du terrorisme. Et que dans ses missions les plus urgentes, il était question de bouter hors du territoire burkinabé les actions des terroristes. Au contraire, quelques mois après son arrivée, on s'est rendu compte que ces terroristes ont plutôt augmenté en regain. Et les résultats sont plutôt à leur faveur et ont participé à affaiblir davantage l'État à travers le dispositif sécuritaire qui a été mis. Donc,
Si ce coup d'État n'aboutit pas et que le camp du lieutenant-colonel Damiba parvient à conserver le pouvoir, forcément, on va arriver à une situation de purge qui sera de nature encore à affaiblir davantage l'État burkinabé, mais davantage l'appareil sécuritaire. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que cet État existe seulement par rapport à son appareil sécuritaire, qu'il faut le dire, est défaillant. Mais il faut également comprendre le contexte dans le Sahel, avec la zone des 3 frontières. Parce qu'en réalité, on a comme l'impression que l'objectif de créer une sorte d'État islamique dans cette zone est en train de prendre corps. Parce que d'un côté, comme de l'autre de la frontière, que ce soit du côté du Mali, du côté du Niger ou du côté du Burkina Faso, de manière régulière, ce sont des défaites militaires qui sont enregistrées. Donc il est urgent qu'on n'arrive pas à une situation de purge de cette armée, on n'arrive pas à une situation de fragilisation de l'État burkinabé, surtout que les Burkinabés eux-mêmes comprennent que cette fois-ci, ce n'est pas une commande de leur souffre-douleur, qu'est généralement la France, que c'est une bataille entre les officiers supérieurs, forcément sur une question de sécurité qui n'a pas bien marché. Voilà, Fabrice, docteur Fabrice, dans ce type de choses, il faut à tout prix aller jusqu'au bout pour éviter, comme il a dit, la purge. Non, je ne saurais estimer que c'est la meilleure solution. Je pense par contre... Quel est le sort donc qui peut être réservé à ceux-là qui ont tenté de renverser, on va le dire comme ça, hein, je crois que je pense que les autorités qui sont encore au pouvoir jusqu'à l'heure où on parle doivent effectivement comprendre que s'il y a eu coup d'État, c'est parce qu'effectivement il y a un problème de fond et il faut s'attaquer au problème de fond. Je pense que si on se contente de réaliser la purge, si la question n'a pas été, le fond n'a pas été réglé, un autre coup d'État pourra, n'est-ce pas, survenir dans les quelques jours qui vont suivre. Je crois que la question... C'est quand même proche là, hein, docteur. C'était en janvier, il arrive en janvier, et en septembre, on lui envoie ce signal-là. Je pense que l'évocation de la question sécuritaire met au jour un certain nombre de considérations que peut-être la longévité de certains au pouvoir n'a pas permis de voir. Vous avez eu Blaise Compaoré au pouvoir pendant plusieurs années, mais personne ne s'est jamais posé la question de savoir quelle était la puissance de cette armée lorsqu'elle ne devait pas se battre contre un adversaire qui vient de l'extérieur. Quand il fallait brimer, si vous voulez, entre guillemets, parce que quand on fait 30 ans au pouvoir, quelquefois, et qu'on est militaire, comme Compaoré, c'est forcément parce qu'on essaye, avec un certain nombre plus ou moins de succès, de gérer le pays comme on gère une caserne. Le problème maintenant qui se pose, c'est qu'on a une véritable menace qui vient de l'extérieur, une menace qui est très forte. Il faut également savoir que, et je pense, il y a quelque chose dans le discours du Premier ministre malien par intérim qui m'a beaucoup frappé quand il appelait son confrère, ou bien le président guinéen, il le considérait comme le président de la CEDEAO, nigérien. Nigérien, voilà, il dit qu'il est un étranger. Bazoum, effectivement, il le considérait comme un étranger. Cette expression n'est pas anodine, parce qu'effectivement, il y a d'énormes conflits, n'est-ce pas, communautaires dans cette région-là, les Touaregs, les Arabes, vous voyez un peu, les Peuls qui, quelquefois, en fait, quand on est dans ces pays-là, souvent très bruns, on a l'impression qu'on n'est pas très originaire voilà. Donc, je pense que c'est des questions qu'on a parfois éludées, mais qui aujourd'hui sont en train de se poser avec acuité. Il y a des gens qui sont allés se battre, des Touaregs en particulier, qui sont battus pour Kadhafi et qui, à un moment donné, lorsque Kadhafi a été renversé, ont été obligés de revenir. Et donc, tout ça, aujourd'hui, pose d'énormes problèmes. Ça veut dire qu'on ne peut pas simplement se fonder sur la face visible de l'iceberg, qui, à mon sens, est le problème sécuritaire. Je veux dire, les attaques. Il faut voir également qu'il y a un problème culturel de fond, un problème communautaire de fond. Et c'est aussi parce que ces États-là, quelquefois, je pense, ont construit ou se sont construits sans faire véritablement attention à l'essentiel, et je pense aujourd'hui que c'est en train de leur retomber sur la tête. Donc il faudrait effectivement qu'on s'interroge sur ces questions-là, et surtout que les Burkinabés sachent que on peut mettre, je ne sais pas si c'est Obama qu'on mettra à la place du président actuel, avec les capacités sécuritaires qui sont celles du Burkina Faso, le pays ne réussira justement pas à venir à bout de ces attaques-là, de ces menaces.
Voilà. Bien sûr. Éric Yombi, on revient donc à la question du début. Ces modifications se sont faites avec... Si vous permettez, il y a peut-être quelques précisions ou quelques ajouts qu'il faut faire. Le Burkina Faso a eu un grave problème sous Compaoré. C'est-à-dire qu'il a créé ce qu'on appelait le régiment, le RSP, le régiment de sécurité publique. Voilà. Ce qui fait donc que les meilleurs éléments de l'armée, tout l'armement était autour, tout à fait, était autour de lui. Alors, lorsque Compaoré est parti en 2014, il y a donc eu une sorte de vide. Il n'avait pas les bras militaires pour juguler, bien entendu, ce terrorisme qui s'est installé. Sous-entendu que, et tout le monde le sait à Ouagadougou et même ailleurs, que Compaoré était une sorte de parrain de ces djihadistes, entre guillemets. Il y a beaucoup d'hôtels, dont je ne vais pas citer les noms, avec des islamistes connus qui vivaient dans ces hôtels et qui étaient, bien entendu, n'est-ce pas, aux frais de l'État ou alors de la complicité de Compaoré. C'est dans ce sens qu'on disait que c'était le parrain des djihadistes. Donc lorsqu'il est parti, il y a donc un système qui s'est écroulé, du coup un vide s'est créé. Aujourd'hui, il est donc question de créer une armée nationale, parce que c'était beaucoup plus une armée prétorienne à l'époque, n'est-ce pas, de Blaise Compaoré. Voilà, maintenant, il y a un élément très important aussi que vous avez évoqué en passant, et c'est ça aussi qui nourrit les frustrations. Au sein du RSP, il y a plusieurs tendances. Il y en a qui n'étaient pas d'accord avec ce coup d'État parce que, je l'ai dit tantôt, il était un faux coup d'État ou un coup d'État commandé. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et aujourd'hui, de plus en plus de militaires souhaitent que ce soit un coup d'État à la malienne. C'est-à-dire qu'on refonde, qu'on revoie les choses en profondeur. Ce que lui-même, Damiba, il a dit de sa propre bouche, il n'est pas venu pour transformer l'existant. Il a dit, il est venu tout simplement pour assurer une transition. Donc il est venu avec une feuille de route qui n'est pas la feuille de route de la transformation. Donc aujourd'hui, les événements sont en train de le rattraper. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est le ventre mou de la lutte contre le terrorisme. Il est le plus acculé de ces différents pays. Stéphane Zanga, des constitutions modifiées avec, à un moment, le référendum, c'est-à-dire que le peuple s'exprime. Il y a des cas où c'est plutôt on passe par l'Assemblée nationale. Pourquoi il y a encore le débat après? Donc on a consulté soit le peuple, soit les représentants. Serge Alain, il y a plusieurs types de démocratie. Oui. Il y a sa première forme qui m'intéresse, la démocratie directe. Oui. Il y a la représentative. Il y a la démocratie de proximité, la délibérative et enfin peut-être la consensuelle. Pour le cas de la République centrafricaine qui nous intéresse ce soir, le président Faustin Archange Touadéra peut éviter le Parlement parce qu'il pourrait se heurter à une hostilité parlementaire si jamais il n'avait pas la majorité au sein du Parlement. Donc ce serait une option à éviter pour lui s'il tient à ce que le projet de modification prospère. La seule voie resterait celle de la consultation directe du peuple via un référendum, dont j'indiquais tout à l'heure, dont les conditions de la régularité feront encore l'objet d'une vérification scrupuleuse par la même Cour constitutionnelle. Il faudrait se rassurer de la conformité de cette opération à la Constitution. C'est pourquoi j'indiquais que la Constitution prévoit les modalités de sa révision ou de sa modification. Le peuple centrafricain pourrait faire à nouveau confiance au président Touadéra s'il considère qu'une constitution s'adapte à une conjoncture. Elle s'acclimate. Elle est le socle de l'État. C'est un édifice sur le plan juridique. Alors, comme tout autre édifice, on peut revoir des portes, on peut revoir les fenêtres, on peut les adapter aux nouvelles évolutions. À ce niveau, le président centrafricain devrait donc justifier l'opportunité de la levée de ce verrou qui empêcherait qu'il se présente pour un troisième mandat. Et les motivations devraient vraiment rencontrer l'assentiment du peuple centrafricain. Un copanéliste disait sur ce plateau que le président Touadéra avait des chantiers à parachever. C'est le peuple qui est l'évaluateur. C'est le peuple qui perçoit le niveau d'avancement des chantiers entamés. Mais je pense que le meilleur chantier,
serait celui de la restauration de l'intégrité, de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire centrafricain. Et c'est ça la difficulté. Et si le président Touadéra identifie le bon partenaire qui l'aide à atteindre ce dessein, cet objectif, je pense qu'il n'aura pas de difficulté à convaincre le peuple centrafricain de l'importance de la modification constitutionnelle qui lui permettrait de briguer un 3e mandat. Ce partenaire a justement repoussé les troupes de Bozizé, voilà, pendant la présidentielle. Le partenaire, il est connu, il a rendu possible la tenue des élections. Oui. Le partenaire repousse suffisamment les forces, les bandes armées. Je vous rappelle qu'une mission des Nations Unies, de stabilisation des Nations Unies est en poste en République centrafricaine, mais son action reste à évaluer. Discutablement. Elle est très discutable. Et le souci chez nos voisins centrafricains est de penser, et c'est ce qui est perceptible, l'État centrafricain ne se limite pas à Bangui la coquette. On a l'impression que le président Touadéra, et c'est ça, c'est pas de gaieté de cœur, est le président de Bangui et non de l'ensemble de la République centrafricaine qui fait régulièrement l'objet d'incursions de ces bandes d'armées venues de pays voisins. Je pense que le nouveau partenaire, qui est celui de la République centrafricaine, qui est également celui du Mali, porte une dynamique, celle de la restauration de l'intégrité. Vous avez peur de prononcer son nom? Non, je ne suis peut-être pas celui-là qui doit prononcer son nom. Comment? Qui doit prononcer? Le président Touadéra, un allié stratégique de ces États. Je pense que les gouvernants sont les mieux placés pour convaincre ces populations et évoquer la présence de ce partenaire-là qui viendrait aider l'État à retrouver l'intégralité de ses frontières. Ne l'oublions pas, dans la définition de l'État, il y a le territoire, qui est un élément de la définition sociologique de l'État et qui a 3 dimensions. Il y a une dimension terrestre, il y a une dimension maritime pour des pays ayant une façade maritime et une dimension aérienne. Donc le pays doit retrouver son territoire, le pays doit maintenir sa population en éveil et améliorer ses conditions de vie. Le pays également, c'est un gouvernement qui peut être le fruit d'une démocratie consensuelle. Parce qu'un pays déchiré par plusieurs tendances, par plusieurs mouvements, par plusieurs idéologies, je pense qu'à un moment, la paix peut se négocier, elle peut faire l'objet d'une concession. Il y a longtemps, le Burkina serait volé en éclats, mais ce n'est pas de gaieté de cœur que le président Compaoré Louget est devenu le parrain des djihadistes. En fait, ce parrainage lui a été imposé, ayant mesuré le rapport de force sur le terrain. C'était sans compter avec la roublardise de la métropole. Il s'est dit, pour la stabilité de mon pays, je négocie avec des bandes armées pour que la paix et la vie soient possibles à l'intérieur des frontières. Je pense que c'est une concession que certains gouvernants peuvent être amenés à faire. Merci Stéphane. Lui, il est resté en Centrafrique. Moi, j'ai voulu qu'on élargisse. C'est-à-dire que ces passages en force dans certains des pays sont faits après avoir consulté le peuple qui s'est prononcé. Certains, parfois ça a été contesté, mais le peuple s'est quand même prononcé pour la modification. Oui, parce qu'il y a aussi... Ou bien l'Assemblée nationale. Il faut aussi qu'on le dise clairement, la définition du peuple peut avoir un caractère très polysémique, en fonction des orientations, de la culture, du confort intellectuel de chaque gouvernant. Mais quel qu'en soit les cas, qu'on soit dans un cas ou dans l'autre, dans telle définition ou dans l'autre, ce mot revient toujours, c'est-à-dire c'est le peuple qui a donné son option. Et lorsque les régimes parviennent à se structurer dans le très long terme, il est important de dire à tout moment que c'est toujours le peuple. Parce qu'en réalité, ce régime ne peut pas exister sans ce peuple-là en réalité. Et on sait bien que lorsque les régimes se prolongent dans le temps, le peuple a souvent tendance à arrêter de se bagarrer et à laisser les gouvernants orienter la vie de la nation à leur guise.
Donc, ces passages en force qui sont toujours, ont toujours pour alibi le peuple pour dire la vérité. Lorsqu'on est dans la sociologie politique de ces États-là, on se rend très clairement compte que c'est une mascarade. Parce qu'en réalité, ce même peuple n'a jamais son mot à dire lorsqu'il y a une inflation. Mais il revient toujours à ce peuple de se prononcer lorsqu'il faut donner une orientation à la vie politique d'une nation, notamment à la perpétuité des dirigeants de rester en poste sur de très long terme. Donc, c'est de bonne guerre. Et puis, c'est une comédie que les uns et les autres utilisent. Mais quel qu'en soit les cas, ce n'est pas de nature à faire grandir l'image des pays africains. Moi, je fais partie de ceux qui se battent, non pas à ce que les pays africains retrouvent leur souveraineté, mais à ce que l'homme noir, de manière générale, quelle qu'en soit sa posture sur le globe terrestre, retrouve une sorte de légitimité. Parce qu'on a comme l'impression que, justement, cette recherche perpétuelle de la souveraineté occulte la recherche au sein de la communauté internationale du concept de légitimité, c'est-à-dire la faculté pour le noir à exister en tant qu'être humain. C'est la raison pour laquelle il y a ce jeu. On a comme l'impression que dans ce jeu, la scène se déroule nettement en Afrique et qu'on peut manipuler ces Africains en fonction des intérêts. Il y a eu des passages en force qui ont été autorisés et animés par des grands professeurs des universités de la métropole. C'est connu. Regardez un peu la tentative de 2015 à voter au Sénégal. C'était des experts français qui sont mis en contribution. Voilà, qui étaient mis en contribution, pas de moindre. Mais ces mêmes experts se fondent en nature lorsqu'il y a des questions de droit dans leur pays. Okay. Donc il faut voir à quel degré la manipulation peut exister et comment on peut utiliser le peuple comme appât pour pouvoir justifier l'injustifiable. Voilà. Fabrice, docteur Noah, j'aimerais qu'on s'arrête avec vous sur le cas de la France, où il n'y a pas de limitation des mandats. Mais d'abord, Éric Yombi, 2014, on sait que le Blaise Compaoré, il a tenté, hein, mais on lui en a pris, il a été balayé, d'où l'arrivée, on connaît la suite. Il a tenté, mais ça n'a pas marché, il est obligé de partir du pouvoir. Oui. Toujours cette tentative de modification. Le Burkina Faso a une société civile extrêmement dynamique et ce dynamisme est symbolisé par un mouvement qu'on appelle le ballet citoyen. Ouais. Donc le ballet citoyen est un mouvement très implanté qui a réussi à mobiliser les populations avec des actions concrètes. Lorsqu'il y avait de temps en temps des délestages, il revenait à cette organisation de communiquer en disant « l'État ne fait pas bien son travail ». Lorsqu'il constatait qu'il y avait une localité qui ne bénéficiait pas de l'hygiène à un niveau important, il se rendait dans ce quartier pour faire le nettoyage. Donc, à travers des actions concrètes, ce mouvement a gagné du terrain. Lorsqu'est donc venu le moment du débat sur le changement constitutionnel, bien entendu que le ballet citoyen avait la légitimité, avait la force du terrain, avait la visibilité pour s'exprimer sur ces différentes questions avec autorité et être bien entendu suivi par ces différentes populations. Mais il est important de dire ceci, parce que nous parlons toujours de la Constitution comme un fétiche. La Constitution doit être un instrument qui permet aux populations de mieux vivre. La Constitution doit être un instrument pour dire aussi non aux décideurs. Nous appartenons à un pays où l'article 66 de la Constitution jusqu'ici n'est pas respecté. Il appartient notamment au Conseil constitutionnel de nous dire un matin, cher monsieur, vous qui êtes en fonction, respectez cet article. Parce que c'est bien beau de nous parler d'autre chose, mais ce qui est déjà là. Qui doit le dire? Le Conseil constitutionnel, puisqu'il est le garant du respect, je parle du Cameroun, il est le garant du respect de la Constitution. Donc c'est bien beau de dire les élections, il ne faut pas tel mandat, X mandat, mais sur ce qui est déjà là, sur ce qui est déjà accepté, consensuel, bien entendu que cette instance prenne aussi ses responsabilités pour dire, écoutez, il faudrait respecter ce qui est déjà là. Et il va bien entendu du bien-être des populations, puisqu'on parle ici bien entendu des mécanismes qui protègent la fortune publique. Et c'est dans cette fortune publique qu'on puise pour s'occuper des populations, notamment dans le cas de la construction des routes. Ok. Voilà, docteur Noah, justement, je voulais qu'on s'attarde un temps soit peu sur le cas de la France. Il n'y a pas de limitation des mandats. Le président Hollande a fait un mandat, il est parti. Le président Macron est en son deuxième mandat
et vous restez convaincu qu'il ne sera pas là pour un troisième. Pourquoi? Je suis tout à fait convaincu que le président Macron ne sera pas... alors que ce n'est pas limité. Pourquoi là-bas, on ne fait pas comme ici? Vous savez, en droit, on n'a pas besoin que tout soit écrit. Il y a aussi ce qu'on appelle les traditions, qui quelquefois ont les même, justement, les usages, qui ont même une force supérieure, justement, à des éléments qui sont écrits. Et donc, je pense fermement que Macron ne sera pas candidat. Si vous avez remarqué la gestion du pays depuis qu'il a pris son second mandat, vous allez vous rendre compte effectivement qu'il est un peu plus... On a l'impression qu'il court justement contre la montre. Vous avez la révision de la question des retraites qu'il est en train de vouloir faire avancer. Il y a un certain nombre de réformes qu'il a voulu avancer, mais que la crise des Gilets jaunes n'a pas permis. Il va se battre à les faire passer. Vous avez l'impression également, il est venu au Cameroun, vous savez que si Macron est venu au pays, c'est également pour s'assurer que en cas de transition, effectivement, les intérêts de la France seront préservés, parce que M. Biya n'est pas éternel. Et donc, vous avez également l'adoubement qu'il a fait au petit... Le premier intérêt, c'est le corps sportif. C'est un des intérêts. C'est un des intérêts. Parce que tout de suite, après son départ, là, il y a le problème coq sportif. La réalité, c'est que Emmanuel Macron, c'est un VRP des intérêts français. Il a justement l'obligation de les préserver. Surtout quand on se rend compte, effectivement, que dans la proximité du Cameroun, on a la Russie qui est en train de pointer, n'est-ce pas, en fait, qui est en train de se pointer. Et effectivement, il y a la Chine qui est là et tout le reste. Donc, il faut admettre, effectivement, que et s'il y a ce mouvement-là, s'il y a cette course contre la montre-là, c'est effectivement parce que Macron sait qu'il ne pourra pas, même s'il le voulait, il ne pourrait pas faire un troisième mandat. La réalité, c'est que c'est un usage et justement, et je crois qu'il est plus occupé aujourd'hui à s'intéresser à l'héritage qu'il donnera à l'Afrique et surtout au fait que grâce à lui, en fait, c'est pas sous lui que l'appareil qui a été mis en place à la fin de la colonisation, ça veut dire cet appareil qui permet aux pays africains d'être sous la coupe, n'est-ce pas, de la métropole, que cet appareil-là continuera d'être vivace. Pour terminer, je vais simplement vous dire qu'avec le titre de France-Afrique, un empire qui ne veut pas mourir, c'est assez édifiant. Et je pense que cet empire ne mourra pas sous Macron. Oui. Merci, docteur Fabrice Noah, d'être venu une fois de plus. 2 fois en une semaine, merci. Je vous en prie. C'est honneur. Merci Eric Pepin Bikaï d'avoir effectué le déplacement. Je vous remercie, j'étais à Yaoundé et puis vous m'avez convié sur votre plateau. Voilà. Et ça faisait longtemps, la dernière fois qu'on a fait ce plateau, c'était au tout début de la guerre d'Ukraine. Ah ouais. Et à l'époque, je disais qu'il faudrait qu'on fasse attention. La situation n'a pas évolué de toute façon. Voilà, maintenant, avec les revers, on a décidé de mobiliser. Oui, c'est pas facile. Parce qu'en réalité, à l'époque, je disais ça à Eric, les Ukrainiens ont fait... On était parti pour une guerre éclair. Oui, guerre, 3 jours. Ouais, 3 jours. Eric, justement, soutenait ces thèses-là. Je disais que l'inconvénient, c'était que les Ukrainiens avaient fait la même école militaire que les Russes, l'école soviétique. Voilà. Ils sont restés avec le background, ils ne sont certainement pas restés avec le matériel. Et que ça allait être très compliqué dans les affrontements face à face. Et l'avenir, mon analyse ne m'a pas trompé. Voilà. Merci Stéphane Zanga d'être venu également, une deuxième fois. C'est moi qui vous remercie, Serge. Voilà. Eric Yombi, merci d'avoir effectué le déplacement. Eric Yombi, auteur merci. Juste pour dire à Pépin que la guerre en Ukraine a été faite pour une seule raison, occuper le Donbass. Voilà. Pourquoi mobiliser encore maintenant? Pourquoi on mobilise maintenant? Pourquoi on mobilise? On mobilise parce qu'il faut sanctuariser. C'est un langage militaire. Okay. Il faut sanctuariser, tout simplement. Après le référendum forcé. Bien entendu. Le référendum, c'est une sanctuarisation politique. Il y a une sanctuarisation militaire, il y a une sanctuarisation politique. La première fois que je vois, on se balade avec les urnes. Eric Yombi, vous avez déjà vu de votre mémoire de journaliste, écrivain, vous avez vu, on se balade avec des urnes pour... Cette image, quand même, nous rappelle pas du tout. Merci beaucoup, Eric Yombi. Le poids colonial de la France entre façonnage, errance et auto-libération Afrique noire francophone, avec un certain Thomas Sankara à l'affiche. Le Cameroun dans la géométrie des relations internationales, pertes et profits, des liens bilatéraux et multilatéraux. Voilà. On voit le président Biya, le président Aïdjo. Bien sûr. Vous n'avez pas pensé, vous avez réservé une place pour le troisième?
Je ne suis pas prophète. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qu'il en soit, on se retrouve lundi à partir de 19h. Bonsoir, Kolo Fata.